Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer cette nouvel échange, donc intitulé Méthanisation au service de l'agroécologie, point d'interrogation. Et on va pouvoir échanger avec différentes pratiques et des choses qui sont déjà faites, et puis évidemment répondre à vos questions. Donc très rapidement, Grégory Vrignot, je suis de la structure ACE Méthanisation. C'est une toute petite entreprise que j'ai créée il y a maintenant 3 ans, que j'accompagne des groupes d'agriculteurs, certains du département ici, sur l'étude de faisabilité, on va dire c'est un peu classique, mais aussi un gros volet sur conseil agronomie et méthanisation. Donc ce que je vais essayer d'aborder aujourd'hui, j'ai construit un petit peu cet échange aujourd'hui aussi sur. Pendant 5 ans, j'étais directeur de l'unité de méthanisation que vous voyez en bas, là, qui traite quand même 70 000 tonnes, et animateur de ce groupe-là. Donc aujourd'hui, je suis toujours animateur technique. Donc ça me permet aussi de faire pas mal d'essais et puis d'avoir des retours d'expérience de 7 ans de méthanisation qui fait que c'est quand même assez intéressant. Et avant j'étais conseiller champ d'agriculture aussi, donc voilà, passer les différentes étapes. Donc ce que je vous propose sur la matinée, c'est déjà de partir sur méthanisation et agroécologie en étant un petit peu direct dès la première diapo, mais que finalement c'est pas forcément évident si on tape sur internet méthanisation, agroécologie, on a plutôt les premiers mots d'intensification, pollution, désorganisation des rotations, fertilité du sol, enfin bref, je vous fais la somme de tout ce qui ne va pas. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à tout ça, mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Et c'est ce que je vais vous proposer à travers 2 éléments, à la fois des cas concrets, de choses qui sont déjà faites, sur la fertilisation des fumiers qui passent en digestat, sur des cives avec des luzernes, des légumineuses, des cives d'été, un petit zoom sur les cultures dédiées, parce que voilà, il faut aussi voir qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en agriculture avec les cultures dédiées. Et à la fin, en disant, bon, ça c'est pas mal, le programme Méthalae synthétisera un peu tout ça. On a enquêté 46 fermes, avant la méta, après la méta, où on a fait des bilans énergiques, des bilans gaz à effet de serre, des bilans des pratiques, sur 46 fermes en France. Et voilà, c'est assez riche, c'est pas statistique, mais c'est très riche par rapport aux données. Donc ça clôturera un petit peu et ça fait bien le pendant de ce qu'a présenté Christophe tout à l'heure sur les bilans gaz à effet de serre ou les bilans énergie, on pourra le voir tout à l'heure. C'est pas du tout négligeable. Voilà, donc sur cette première partie, quelque chose un petit peu global, mais quand j'intègre la rotation agronomie, quand on parle d'agronomie et de méthanisation, enfin quand on parle de méthanisation, pour moi on parle de ce cycle-là, où normalement on est à peu près tous d'accord, où l'agriculture est faite pour produire quelque chose, des couverts végétaux, éventuellement de la culture, des cives, pour être valorisé soit en sol, soit par rapport à l'énergie, l'aliment, évidemment, alimentaire animaux ou alimentaire humain. La restitution, à un moment, il faut quand même nourrir le sol, c'est une obligation d'engrais verts, des digestats, des effluents, enfin de différentes matières organiques. Et au final, on a le sol. Et cette partie sol, je pense que c'est quand même le tronc commun à préserver. Ce week-end, c'était Journée du patrimoine. Nous, dans notre territoire, on a fait le patrimoine sol. On a vu 50 personnes où on a parlé sol. Ça peut paraître un peu bizarre, mais on a eu un très bon retour des familles et des enfants. On a fait un labyrinthe dans un couvert végétal pour regarder ce qu'il y avait sous les pieds. Enfin bref. Vous voyez que vous soyez agriculteur, élu, citoyen. Donc ça, c'est important. Et au milieu, j'allais dire, faut qu'on trouve un compromis sur l'énergie, l'agroécologie, entre c'est bien de ne pas polluer gaz à effet de serre, donc l'air, mais il faut penser au sol et à l'eau. Voilà. Donc, cette diapo un peu d'introduction, on va dire, peut-être un peu lourde, mais primordiale pour ne pas prendre la méthanisation que par une production d'énergie et de l'argent, ou voilà, enfin, la rendre pas trop simpliste. Donc je vous propose de démarrer, on va voir 3 parties, la partie fumier, cibles diverses, cibles d'été et culture dédiée. Et toujours pareil, dans la méthanisation, c'est des compromis, c'est des comparaisons qu'il faut avoir. Donc c'est encore un lien avec la diapo de la présentation d'avant sur les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on a des fumiers. Si on regarde la photo de droite, vous êtes éleveur, vous épandez du fumier, on est plutôt content d'avoir le produit à la fin, qui s'épand facilement, le produit tout en bas, qui est un peu noir, qui est assez riche en azote, en phosphore, facile à épandage, sauf que qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est des pertes quand même d'éléments. On a pu avoir gaz à effet de serre, carbone. Là, je vous ai juste zoomé sur 3 éléments. Il y a 3 paquets de diagrammes. Alors, je vais un peu approcher parce que c'est peut-être un peu chargé cette première diapo. Donc, on compare la quantité de fumier, le carbone et l'azote, après 4 échéances. La première, c'est mon fumier qui sort de la stabule. Il a la quantité, il est frais, il a toute la matière sèche, toute la matière organique. La deuxième, c'est la pratique majoritaire. Vous prenez votre fumier, vous l'emmenez au bout de champ, vous l'épandez. Là, la référence est prise après 6 semaines
de stockage en bout de champ, qui n'est pas forcément important, hein, ça peut faire beaucoup plus de temps. Et ensuite, on a poussé un peu plus loin, en faisant 6 semaines en bout de champ bâché, le orange, et 6 semaines en bout de champ bâché et tassé. Genre la pratique que tout le monde fait, hein, vous faites un tas d'ensilage de maïs, vous roulez dessus avec votre tracteur, vous mettez une bâche et puis vous attendez. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça, et on va peut-être dire tant mieux. Tant mieux pourquoi? Si on compare d'abord à la masse, on peut se dire, on attend, dans les 3 cas, on perd de la masse. Tant mieux, ça fait moins d'épandeurs à épandre, j'ai moins à payer entrepreneur, la CUMA, j'ai moins de temps de fioul, bon, pourquoi pas. Sauf que quand je perds de la matière, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a quelque chose qui se passe sur 2 éléments principaux par rapport à l'élément de discussion d'aujourd'hui, c'est le carbone et l'azote. Alors, on va d'abord parler économie. Là, l'azote, c'est des pertes d'azote principalement aux petits oiseaux, par volatilisation, etc. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette partie d'azote? Dès que vous bâchez, enfin, dès que vous bâchez, finalement, on perd, et on perd quoi? On perd pas plus d'azote que quand on fait rien. Donc sur la notion de perte d'azote entre je stocke en bout de champ ou je stocke bâché, là on voit qu'il n'y a pas de différence, mais on perd 35% d'azote entre j'ai mon tas de fumier, ma quantité d'azote que j'ai derrière mes vaches, le temps de le bâcher, de le stocker avant de l'épandre, j'ai perdu. Et ça, dans le plan de fumure, tout ça, on ne le voit pas. Hein. Vous devez épandre votre unité d'azote, vous avez tant de vaches, ça on ne le voit pas. Donc c'est quand même un point réglementaire compliqué. Mais c'est aussi un point économique dommage. On peut se dire, zut, vous avez perdu 35% d'azote. Quand on le bâche, c'est moins pire. On en perd un peu moins. Quand on le bâche, pardon, et on le tasse. Bâcher, tasser, le bleu. Là, ça c'est l'azote, c'est le côté économique, c'est aussi le côté gaz à effet de serre indirect, mais on peut aussi dire c'est l'ammoniac dans l'air. Hein. 85% de l'ammoniac, la pollution d'ammoniac, c'est l'agriculture. Donc si on peut le capter, c'est quand même mieux. Entre les deux, vous avez le carbone. Carbone, c'est l'énergie, c'est la vie du sol. Ben, finalement, un tas de fumier qui est laissé 6 semaines dehors, perd 47% de sa quantité de carbone. Il chauffe tout seul. De toute façon, il suffit de le voir, on va commencer à avoir des températures un peu plus fraîches. Vous reprenez votre tas de fumier l'hiver, ça fait des petites vapeurs, puis même sans rien faire, de toute façon, vous voyez ces petits éléments de vapeur d'eau. Ça fait, si on perd que de l'eau, à la limite, c'est moins de tonnage, mais c'est qu'on perd du carbone. On est en phase un petit peu de fermentation. Donc on est en train de faire un peu de gaz à effet de serre quand même, mais on peut aussi dire qu'on est en train de perdre de l'énergie, que si on avait pris ça pour le méthaniser directement, on aurait fait l'énergie entre les deux. On va le comparer tout à l'heure. Mais on pourrait aussi dire, ben, le carbone, il faut quand même en remettre dans le sol, il faut qu'on essaye de le bâcher, tasser. Ben, vous voyez que même en bâchant ou en bâchant, tassant, on perd du carbone quand même. Ici, on perd sous forme de CO2, ici, on perd sous forme de CO2 et de méthane. En fait, là, vous êtes en train de faire de la méthanisation en voie sèche. Sauf que vous ne récupérez pas de méthane, c'est un peu bête. Donc si on zoome sur cette pratique-là en gaz à effet de serre est pire que celle-ci. Parce que vous faites du CO2 et du méthane, qui a un pouvoir équivalent CO2 plus fort. Voilà, donc on ne va pas rezoomer là-dessus. Pour ceux qui sont motivés, vous tapez sur Internet cette étude de l'ADEME 2015, qui a été faite par la Chambre 44 sur la ferme expérimentale de Berval. L'objectif, c'était d'estimer un peu les pertes de flux et de savoir s'il fallait bâcher par rapport à la directive nitrate, etc. Donc je ne vous dis pas qu'au niveau des conclusions, ils ont un peu de mal à conclure. Est-ce qu'on conclut, on bâche ou on bâche pas? Ça dépend de quel objectif, là encore. Donc, en partant de cet élément-là, ce que je voulais dire, c'est estimer le bilan actuel de comment on valorise nos fumiers aujourd'hui et quel carbone on va ramener dans le sol. Parce que c'est aussi un élément qu'il faut quand même réussir à faire vivre le sol. Donc, avec ce que je viens de vous dire, un peu en synthèse, on a donc 100% de matière organique, de fumier qui sort de mon champ. Si je stocke 3 mois, j'ai plutôt, il m'en reste encore un petit peu, mais j'ai plutôt ces pertes de matière organique. Au bout de 5 mois, j'en perds encore un petit peu plus, mais c'est quasiment stabilisé. Hein. Le carbone, une fois qu'il est stable, c'est comme un compost, on arrête d'en perdre. Des fois, on considère que le compost c'est très bon, alors qu'on a un fumier très pailleux, on est sur le centre, un centre équin, épandre du fumier de cheval direct, c'est compliqué, mais si vous le compostez, on perd du carbone. Et finalement, le compostage, c'est relativement, j'y arrivé, c'est relativement agressif sur la matière organique. On a un produit fini qui est bon, mais entre les deux, on a perdu quand même beaucoup d'énergie. Et si on met la méthanisation là-dessus, donc c'est cette barre-là, donc je l'ai fait en rouge là pour voir comment on coupait les autres, la méthanisation du fumier consomme à peu près 45% du carbone du fumier frais, ou d'un lisier, peu importe, mais de la matière organique de mes fluos. On consomme à peu près 45%. Donc finalement, quand on compare ça, si on compare à la pratique d'aujourd'hui de stocker 3 mois, mais on voit tout à l'heure qu'en 6 semaines déjà on fait du mal, on n'est pas beaucoup, on est à peu près pareil. C'est juste un usage du carbone d'une manière un peu différente, si ce n'est que là,
ben, quand on fait ça, ça compte dans le bilan gaz à effet de serre de l'éleveur plutôt négativement, alors que quand on est sur cette partie-là, on le valorise en gaz. Au final, une fois qu'on va le mettre dans notre cogénérateur ou que ça va dans le réseau gaz, on consomme le gaz, donc on refait du CO2, mais on aura fait de l'énergie renouvelable puisque ça provient du cycle court hein, de la matière organique et du carbone. Donc ça, c'est un point quand même important dans la comparaison fumier-digestat en termes de bilan énergie. On va aller au sol après, mais ça, c'est déjà un point important. Avec la notion du compost, qui est entre les deux, on composte beaucoup de fumier de chèvre aussi dans la zone dans laquelle je suis. On composte beaucoup de fumier de chèvre, et finalement, on a un produit riche à la fin, en NPK, mais on a perdu beaucoup de carbone, et c'est quand même dommage. Ça va, du coup, ce point-là? Donc une fois qu'on a ça, on a un digestat derrière. Hop. Donc ce digestat, on avait un fumier, et souvent, il y a une séparation de phase, on a plutôt deux digestats, un solide et un liquide. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que la méthanisation, si elle peut en mettre en place du stockage, aller vers la séparation de phase, on a un solide qui est plutôt amondant. Donc là, c'est des épondages sur une prairie un petit peu abîmée, mais on voit des turicules de vers de terre, hein, donc on a quand même de l'activité du sol, même en dépendant du digestat, par rapport à ce qu'on peut entendre parfois. Il faut l'utiliser à bon escient, mais c'est possible. Et des digestats liquides avec un effet fertilisant. Là, on est sur un épandage de céréales juste avant les piaisons. On est en train de faire l'apport protéine avec une tonalisier comme celle-ci, ça peut paraître un peu surprenant. On est en agriculture bio, on a aussi la possibilité d'aller chercher un fertilisant local et avec un effet azote important. Donc ça, on peut l'utiliser à fertiliser. Si on zoome sur l'effet amondant, non, sur l'effet fertilisant, pardon, d'abord, sur l'effet fertilisant, là c'est un essai, enfin c'est 7 ans d'essai où j'ai comparé tous les ans sur une culture de blé, dans différents types de sols, un témoin sans azote, un témoin avec un fractionnement en 3 apports d'ammonitrate, on va dire un peu classique, hein, entre 120 et 160 unités d'azote, et un épandage de digestat liquide, mais en une seule fois. On épand une seule fois. Ça, c'est des essais donc, avec la chambre des Deux-Sèvres, en micro-parcelles, donc il y a le côté statistique, tout ça, si vous voulez, mais ce qui est intéressant de voir, la bleue sans fertilisation, la rouge, fertilisation ammonitrate, la verte digestat. Vous voyez, d'une année sur l'autre, le rouge a plutôt une tendance à être légèrement dessus. Le but, c'était pas de viser le même rendement, c'est de voir si, en faisant un seul apport, j'étais relativement proche d'un apport bien fractionné. Ce qu'on voit, c'est que les années où 2016, a été 2016, donc c'était une bonne année, on arrive à atteindre les 100 quintaux avec un seul apport de digestat. C'est pas le digestat qui fait ça, hein, c'est qu'il a plu, évidemment, mais on arrive à aller chercher ces quintaux. Donc la disponibilité de l'azote de ces produits-là, si c'est mis au bon moment, donc là on est au mois de février-mars, bah, ça marche, et on arrive à avoir des économies d'azote importantes, et si on revient au bilan gaz à effet de serre de tout à l'heure, des économies d'azote, enfin des économies d'énergie fossile non négligeables. Ça c'est du conventionnel, il y a évidemment plein d'essais qui ont dû être faits dans vos territoires. Là c'est sur, donc je disais, en Poitou-Charentes, donc il n'y a pas une utilité non plus de malade pour dire c'est parce qu'il pleut souvent que ça va minéraliser. L'autre élément, bah, ça c'est des essais de cette année en bio, parce qu'après on peut se dire, bon, digestat sur conventionnel, ok, on compare à de l'ammonitrate. Mais fertilisation d'agriculture bio aujourd'hui, c'est quoi? Bah, on épand de la fiente ou des petits granulés de matière organique, mais pas toujours tracés, ou ça peut aussi venir d'un peu plus loin que la France, quoi. Donc si on est capable de se dire le digestat liquide qui est produit localement, alors qui est bio ou on va dire utilisable en bio, là encore c'est un autre débat, mais on pourra en reparler, on a comparé, là encore témoin, le digestat liquide et les fientes sous forme de granulés. Là on voit que le digestat, à chaque fois c'est la barre qui est la plus haute, on a le taux de protéines là, alors, je sais pas comment vous voyez, les modes de proche je ne vois pas grand chose, mais en tout cas ici on est sur le digestat, on a le taux de protéines qui doit se lire là. On a une efficacité vraiment qui est très intéressante. Là, on est entre plus 15 et 20 quintaux sur du blé. Il y a eu du triticale et de l'orge. Comment ça dire, c'est pas du blé, il y a orge et triticale. Donc l'agriculture bio qui utilise ça, il y a juste effectivement sur l'intérêt de produire un petit peu plus. Le but, c'est pas de faire du bio intensif non plus, mais de produire un minimum. Quand vous allez chercher 20 quintaux en bio en plus, avec un seul épandage de digestat, bon, vous voyez un peu le prix qu'il peut avoir derrière, ça peut être un intérêt quand même. Donc toujours dans la logique de fertilisation, on voit que le digestat, que ce soit conventionnel ou bio, avec un digestat de qualité pour aller sur des terres bio, reste cohérent. Donc ça, c'était la fertie. L'effet fertilisant du digestat. Un petit zoom sur l'effet amendant du digestat. Pareil, si on prend un peu les remarques, où
je ne vais pas dire littérature, mais la lecture, des documents sur Internet, le digestat, c'est du charbon, c'est stable, il n'y a plus rien qui se passe dedans. Là, je vous ai mis 4 types de matières organiques, des choses que vous connaissez, du fumier composté, du fumier frais, et vous avez digestat liquide et solide entre les deux. Donc ça, c'est des analyses que j'ai faites sur le site sur lequel je travaillais, donc avec une base, beaucoup d'effluents d'élevage et un petit peu d'agroalimentaire. Donc, à gauche, c'est 100% de matière organique. Vous prenez 100 kg de matière organique, et en fait, il n'y a pas une matière organique, il y a des matières organiques. Là, elles ont été analysées par ces 3 catégories, fractions solubles, hémicellulose, cellulose et lignine. Globalement, les 2 fractions du bas, plutôt un effet d'énergie pour le sol, pour les bactéries, dégradation assez rapide. Pour le haut, plutôt matière organique un peu plus stable, des plus grosses molécules, qui ont un intérêt pour la réserve utile, l'humus, mais il faut un peu des deux dans le sol. Hein. Si vous mettez que ça, c'est comme si vous mettez un bout de bois dans un tas de sable, vous allez le voir pendant un moment, le bout de bois, il ne va pas se dégrader. Donc il faut un petit peu des deux. Là, si on compare au fumier frais par rapport à ce qu'il y a dans le solide et dans le liquide, vous voyez, il y a encore les 4 fractions. Ça veut dire quoi? Que quand on va mettre ça dans le sol, on emmène encore un peu d'énergie et du stable. Quand on va mettre ça dans le sol, on emmène beaucoup d'énergie, un petit peu moins de stable, et finalement, c'est les deux qui font qu'on va organiser, on va conseiller ça différemment dans les champs, mais on a bien les 4 fractions par rapport aux remarques a priori, de se dire, le digestat, c'est stable, il n'y a plus rien, c'est la fin des, je ne vais pas dire la fin des vers de terre ou des haricots, mais il n'y a plus rien dans le sol. Voilà. Et si on comporte ça en compost, ou souvent on dit que le compost est un très bon produit, c'est vrai, c'est un produit qui en est de la matière organique qui est fait amendant dans le long terme, mais si vous amenez ça dans un sol qui n'a pas de vie microbienne, ça va rester stable longtemps finalement. Donc on voit bien que le digestat solide, lui, il n'a pas fini sa fermentation concernant un compostage. Donc il reste encore ces éléments labiles qui participent évidemment à la vie du sol. Donc il y a là encore d'autres travaux par l'INRA pour caractériser d'autres types de digestats. Là je suis sur un digestat d'effluents d'élevage, je ne vais pas vous dire que ça, c'est vrai pour tous les digestats évidemment. Il n'y a pas un digestat, mais des digestats. Et si vous êtes sur Internet, hein, vous tapez Fertidige, Fertidige, c'est ça. On a essayé de caractériser les digestats en fonction des matières qui rentrent dans les méthaniseurs. Il va y avoir une petite calculette sur Internet pour avoir une orientation du type de digestat avant que vous démarrez le méthaniseur, pour arriver sur ces éléments-là. Donc ça, c'est l'effet amendant, enfin plutôt matière organique stable et matière organique un peu labile, ce que je vous ai dit. Et dans l'équilibre à trouver pour le sol, hein, les matières organiques jaunes, la partie bas, carburant pour le sol, alors que le reste, on est plutôt cellulose, lignine, et d'ailleurs c'est plus transformer les champignons. Et je rappelle, dans un méthaniseur, cette partie-là, vous ne la dégradez jamais. Dans un méthaniseur, on n'a pas d'oxygène, on n'a pas de champignons, par définition. Donc c'est impossible que vous dégradez ça, par rapport là encore à des ondits. Vous mettez du marc de raisin ou vous mettez du déchet vert. Pourquoi on ne méthanise pas du déchet vert ou très peu de marc de raisin? C'est parce qu'on a une proportion très forte de ces matières organiques. Ça ne sert à rien de les donner à manger. Enfin, c'est comme si vous, on vous donne à manger une pierre, ça rentre et ça ressort pareil. Et là, c'est la même chose. Voilà la première partie, enfin oui, sur les évolutions de pratique liées aux effluents et comment on peut mieux gérer ces effluents. Je ne parle pas du reste de la logistique, tout ça, hein, il y a d'autres éléments, mais là je voulais zoomer sur l'amendement et la fertilisation. Alors je ne sais pas au niveau des questions s'il faut me mettre en avant, Christophe, ou comme on veut. Ça va pour les effluents. On continue sur la partie des modifications des pratiques liées aux cives, par exemple. Donc là, j'ai pris d'abord les cives, de quoi on parle. On va d'abord parler des couverts végétaux, dans le sens où la cive, la culture intermédiaire à vocation énergétique, est un couvert végétal. Il faut espérer que le choix de la culture à vocation énergétique ait les mêmes intérêts que les couverts végétaux. L'érosion, la couverture des sols, la biodiversité, la captation d'azote, etc. Ça, c'est la base. Sinon, ça ne marche pas. Ensuite, la cive, on peut très bien intégrer entre un blé et une culture de printemps, ce qu'on appelle plutôt cive d'hiver, et entre un blé tendre et une orge, plutôt appelé cive d'été. Alors, avec les années qu'on passe pour l'été, je ne vous fais pas de dessin, que celle-là, enfin, par chez moi en tout cas, on l'a un peu oubliée. Mais par contre, celle-ci, il y en a différentes qu'on peut faire. C'est ces différents exemples que je vais vous proposer. Hop. Et que l'intégration de ça ou ça dans la rotation, elle ne doit pas se faire que d'un point de vue purement économique, en disant tiens, le constructeur il m'a dit qu'il faut que je produise tant, j'ai besoin de 1000 tonnes de cives, allez hop, tu m'en mets combien d'hectares et puis c'est parti.
Il faut que ça soit un peu plus intégré, à la fois itinéraire technique, mais l'ensemble de l'exploitation, et voire même avec des échanges qui peuvent être faits avec les voisins, et on va y revenir dessus. Donc, premier exemple, cives divers, association multiple. Moi, dans tous les groupes que j'accompagne, systématiquement, on parle d'une graminée et de la légumineuse, à chaque fois. Là, c'est un mélange de veste, trèfle, incarnat. Là, j'ai de la févrole, avec un effet sur la, évidemment, sur la structure du sol recherchée, avec la racine, par exemple, de la févrole. Mais aussi la complémentarité vis-à-vis de la légumineuse. Donc, faut chercher, il faut aller vers ces couverts un petit peu nouveaux, on va dire. Enfin, il n'y a rien de nouveau, c'est les associations qu'il faut intégrer, que vous n'aviez pas forcément en tête, pour certains, à mettre en place. Et dans cette complémentarité, on peut aussi se dire, tiens, je fais une cible, et peut-être que je peux la valoriser différemment. Là, c'est un éleveur de moutons qui a fait manger son avoine et son seigle avant une récolte au printemps, mais finalement, ça l'a fauché au mois d'octobre-novembre, il était tellement développé. S'il vient de lui jeter derrière, bah, tant mieux, plutôt que ça vienne pourrir et que ça mette du temps à redémarrer en février. Donc c'est ça, la côté complémentarité. Par rapport à une idée, je fais qu'une cible, je dois la semer là, la récolter à telle date, bah, entre les deux, je peux peut-être faire ça. Je peux peut-être faire des mélanges. Là, c'est un mélange Vesse-Seigle qu'on a eu. L'année est un peu moins bonne, et ben, il y en a une partie qui est partie pour les génisses. On essaye de viser un rendement un peu plus gros, enfin une surface plutôt, un peu plus importante, une notion de stock que la méta peut se payer. Ben, s'il y a de la complémentarité entre éleveur et méthaniseur, là encore, plutôt que de crisper aussi au niveau du monde agricole la méthanisation et l'agriculture, c'est quand même mieux d'aller un petit peu plus loin. Donc c'est encore des exemples qui sont déjà en place. Hop. Alors, quelques éléments de rendement pour se dire, est-ce que si j'associe, les rendements diminuent? Bon, c'est un essai, là encore, il y en a aussi beaucoup dans chaque département, mais entre des seigles purs, et si on va, là, c'est le mélange où j'avais le plus de légumineuses, finalement, c'est lui qui me fait le plus de rendement. Alors, c'est en placette, hein, évidemment, vous enlevez un peu de pourcentage d'effet placette, d'effet expérimental, mais on voit qu'on arrive à monter à des 10-12 tonnes de matière sèche, même avec de la légumineuse. Inconvénient, plus de légumineuses égale couvert plus humide. Donc il faudra préfaner, enfin, ça je vous fais confiance pour mettre en place la mécanisation qu'il faudra. Vous voyez qu'un rendement équivalent de tonnes de matière sèche à l'hectare, il y en a un qui est à 22-23 de matière sèche, et l'autre qui est, je ne sais pas c'est quoi la barre, on doit être à 25 ou à 30 plutôt, là-haut. Voilà, donc il faut juste le savoir avant de semer, mais une fois qu'on le sait, on met le matériel qui va en face, et si on a plus de légumineuses, même rendement, on peut peut-être se dire que grâce au couvert, la culture qui va suivre, elle va mieux pousser. Donc on a été un peu plus loin, on s'est amusé à faire pareil. On s'est dit, tiens, derrière ces bandes, on va semer du maïs. Et là, c'est la photo. Une fois qu'on a récolté les cives que je vous ai montrées, donc les cives étaient en bande dans ce sens-là, et là, on a semé du maïs dans ce sens-là. Donc là, on a un couvert de sorgho qui a bien marché devant. Ce qui est intéressant, c'est regarder le maïs. Là, je vous ai tout de suite mis la légende, mais on aurait pu faire un petit quiz en disant, selon vous, c'est qui a le maïs le plus beau? Enfin, c'est derrière quel couvert où le maïs est le plus beau? On aurait pu dire, a priori, couvert végétal. Je broie, restitution au sol, j'exporte pas. Et ben non. Vous voyez, le rendement maximum qu'on a fait, il est derrière la seigle Vesse trèfle, où on a fait, je vais mettre là, hop, et on tourne à 18 à 20 tonnes de matière sèche. Donc c'était pas cette année, hein, je vous rassure, pas rassure. C'était pas cette année, c'était pas irrigué non plus d'ailleurs, on peut aussi prévenir. Et rendement, et puis si vous regardez la courbe rouge, c'est la matière azotée. Si on regarde là, on est à peu près à 2 points de MAT en plus sur cette bande-là par rapport aux autres. Notamment le fameux RGI trèfle qu'on connaît assez bien en élevage en disant bah, je connais le RGI, je vais sur le RGI. Là, c'est un peu compliqué pour le RGI. Alors, c'est plus compliqué. Vous voyez, on a récolté le 15 mai, on a semé le 16 mai derrière. Vous prenez le même RGI qui a été récolté 3 semaines avant, qui a été déchaumé 3 fois, donc un sol plus fin, là il rattrape. On voit qu'il est quand même pas mauvais. Mais toutes ces bandes-là, elles ont été semées après un déchaumage et semoir à disque, même pas au semoir monograine maïs. Donc on a mis un peu en difficulté, mais c'était aussi de se dire, tant qu'à faire mettre une cible, peut-être que je peux aussi changer un peu mes pratiques de semis pour être un peu plus efficace, un peu plus rapide. Voilà. Quand je vous disais que l'approche globale est importante, ben, c'en est une illustration. Donc le maïs est qu'à fini pour les vaches. Hein. Je ne suis pas en maïs méta. Je suis en maïs, c'est un éleveur qui fait de la cive pour la méta et du maïs pour son élevage. Autre exemple, est-ce que la cive d'hiver doit toujours être avant une culture de printemps? Bah non. Exemple, là on est en sursemis de luzerne.
en sol calcaire, par chez nous, on a énormément de luzernes, beaucoup de chèvres, donc c'est bien de faire du foin pour les luzernes, pour les chèvres, mais des fois, la première coupe, il faut attendre longtemps pour la faire. D'où l'intérêt, finalement, d'essayer de sursemer du seigle dans la luzerne, du triticale, ça marche pareil, pour essayer de densifier la première récolte. Là, vous voyez la bande de luzerne tout court, là, c'est du seigle, et à droite, on a assis avec de l'épeautre. Pour voir un petit peu le rendement qu'on peut aller chercher, et se dire après, une fois que j'ai récolté, est-ce que ça se passe mal? Ben non, il faut que ça s'est récolté, il n'y a pas de problème, mais ça, on peut récolter un peu plus tôt, ce qui fait que la deuxième coupe, elle sera meilleure pour les chèvres, justement, à une période où c'est plus facile de faire du foin, qu'en première coupe précoce, un orage ou autre, c'est pas toujours facile d'avoir du foin de qualité. Donc, il faut que j'ai mis, voilà, la cible luzerne, comment ça marche. L'intérêt, c'est bien que le seigle pousse octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, notamment au moment où la luzerne est en repos végétatif, et à part des mauvaises herbes, il n'y a pas grand-chose qui pousse. C'était aussi cet objectif. Sursemer la luzerne avec du seigle, pour éviter, éviter le salissement. L'effet drainant, bon, je l'ai indiqué, je ne sais pas si j'ai vraiment observé, mais le seigle va continuer aussi à avoir un effet drainant par rapport à l'eau qui reste parfois l'hiver sur le sol, même si la racine des luzernes vont très bas, hein, évidemment. Mais on peut évidemment faire une deuxième ou troisième coupe ensuite, hein, de luzerne pure, une fois que la première était partie. Donc, je suis en blé, là j'ai une luzerne, alors ça peut être tournesol luzerne, je sursème massif dans la luzerne, et ça vous pouvez le faire, d'ailleurs c'est décalé, hop, ça serait plutôt là, la cible, vous pouvez faire ça 2 ou 3 ans de suite. La luzerne, vous avez bien la garder 2 ou 3 ans, le temps de nettoyer un peu le sol. Donc voilà, ça c'est une possibilité, donc l'éleveur qui me fait ça, mais il a semé juste avant la pluie là, de début de semaine, donc il en fait une quarantaine d'hectares comme ça, il a de l'élevage, il s'en garde une partie pour la méta, puis une partie pour l'élevage, hein, du seigle luzerne, les génisses ou les vaches allaitantes, elles arriveront très bien à le valoriser. Donc ça, sur les sols qui sont sales, qui ont besoin de remettre de l'azote, c'est quand même un point important. La deuxième coupe ou troisième coupe est déclarée à la PAC, même si vous n'avez pas d'élevage, ça marche. Il peut y avoir une relation faite avec un éleveur et vous déclenchez la prime protéine tant qu'elle existe. Voilà, donc il y a certains intérêts économiques, agronomiques, vous voyez, et environnemental. Et le côté environnemental des herbages, donc là j'avais coupé une de ces parcelles pour voir un peu, on a traité au herbicide classique vers le mois de janvier. Là, ça n'a pas été traité, donc c'est vrai que ça fait un peu plus jaune parce qu'il y a plus de chaume de seigle, un petit peu de mauvaises herbes, mais dès qu'on a fait la deuxième coupe, aucune différence entre les bandes. Et donc, lui, il a économisé un herbicide, du temps, le côté environnemental quand même, et là, on a sorti 2 tonnes de matière sèche en plus en luzerne seigle par rapport à la luzerne tout court. Voilà. Deuxième exemple, encore une illustration de cette année, la plantation de RGI ou de prairie dès le mois d'août, comme c'était fait souvent, en disant allez, j'ai de l'eau et j'espère avoir peut-être une première coupe ou quelque chose en place, en tout cas avant l'hiver. C'est de plus en plus difficile. D'où l'implantation de prairies sous couvert d'un seigle ou d'un triticale. Donc trèfle blanc, fétuque, luzerne, c'est juste des illustrations. Hein. Et là, c'est en place, c'était une récolte qui a été faite en 2018, seigle, veste, trèfle. Le seigle repart un petit peu, parce qu'effectivement, si vous le récoltez trop tôt, notamment avant chute des étamines, il repart un petit peu. Pas fort, mais un peu. Donc là, on a un peu de repousse de seigle. Et la veste et la trèfle, le trèfle qui a été semé en même temps, ben, il repart aussi. Donc vous avez des élevages, ou alors vous voulez faire un couvert végétal, une SIE, et voilà, il y a plein d'idées à avoir. Quoi. Vous voyez, c'est un peu une boîte à outils. L'exemple donc, du trèfle, là c'est l'exemple d'une fétuque, mais c'est vraiment un titre d'essai parce que vous voyez que je n'ai pas fait dans toute la parcelle. J'avais semé tous les cycles comme ça, et donc là j'ai fait sur l'agriculteur en perpendiculaire fétuque dactyle, en disant bah, on fauche, bah, là le couvert va repartir derrière, et au moins il est installé, et ma première coupe a permis bah, de faire de la biomasse. Sinon j'aurais rien eu parce que la fétuque dactyle elle avait très tardivement. Et le dernier cas, encore la luzerne, vous allez me dire il n'y a que ça qui compte, il n'est pas forcément. Là c'est une luzerne qui a été semée en même temps que le seigle, dans un but qu'une fois que la luzerne est récoltée, une fois que le seigle avec la luzerne est récoltée, la luzerne elle repart. On a ressemé du sorgho à l'intérieur, et c'est un agriculteur qui est un agriculteur de conservation qui garde sa luzerne 2 ou 3 ans, hein, qu'il la calme, enfin qu'il essaie de la gérer dans ses différentes cultures. Donc luzerne cible, on sème un sorgho, je l'ai encore rassuré ou pas, cette année le sorgho ça n'a rien donné parce qu'on l'a semé trop tard. Là il va ressemer en blé,
Par contre, il a quand même un peu de repousse de luzerne. Alors, c'est pas une super luzerne fourragère, mais là, c'est en système céréalier. Il a sa repousse de luzerne dans lequel il va pouvoir ressemer son blé et garder sa luzerne de 3 ans, blé, orge, et puis il repartira après. Voilà, donc ça, c'était des exemples cives d'hiver. Quelques illustrations de cives d'été, mais ça va être rapide. Une récolte de plus en plus aléatoire. Oui, parce que finalement, même si là, on peut dire que c'est joli, pour le grand public c'est joli, mais je pense que pour les initiés, mettre une ensileuse là-dedans, autant rien faire, vous ne gagnez rien, dans le sens où ça fait plus de 5 ans qu'on est fait, entre 0,5 tonnes et 6 tonnes de matière sèche, aller faire un plan de chargement de votre méthaniseur ou d'estimation de rendement, c'est mort. Donc je ne vais pas m'étendre à l'ensemble national, mais au moins en Nord Poitou-Charentes, ou même Poitou-Charentes assez large, on n'y compte plus. On le sème, c'est une culture d'opportunité. C'est pas négligeable d'avoir semé ça en couvert végétal. S'il y a 2-3 tonnes de matière sèche avant de semer mon blé, à la limite, tant mieux. On est dans la logique de matière organique avec de la méthanisation, ça se passe très bien. Et je le restitue. L'année où ça va vouloir pousser, bon, à la limite, je la récolte. Une année intermédiaire comme celle-ci, bon, là, on a géré une parcelle qui a fini par lever, elle va partir à l'élevage, et ben, tant mieux pour le voisin éleveur de ce céréalier-là qui était dans la méthanisation. Juste quelques rendements sur l'enjeu de la fertilisation qui s'oppose un petit peu à la réglementation. Aujourd'hui, on a la fertilisation d'été, c'est un peu compliqué. Alors, ça dépend des zones, hein. Directive nitrate, tout ça, mais pour aller en Bretagne, là, c'est mort. Pour Pays de la Loire, ça va encore. Par chez vous, je ne connais pas tout, mais la fertilisation, là, c'est l'écart non fertilisé, fertilisé. Alors, l'échelle est grande, hein. On part de très bas, hein, de 900 kg de matière sèche à 2 ou 3 tonnes. Donc, c'est pas encore rentable à récolter, mais si on veut booster un peu le couvert, juste en mettant 10 mètres cubes de digestat liquide, un petit peu d'azote disponible, et bien on va chercher ces 3-4 tonnes de matière sèche. Et on capte l'azote qu'on a mis, et c'est pas pour faire des fuites de nitrate. Bon, ça, au niveau agronomique, on peut le comprendre, au niveau réglementaire, c'est pas toujours facile à faire comprendre, mais il y a des évolutions qui avancent, mais c'est primordial, quoi. Si on veut développer, il faut de la photosynthèse, mais il faut aussi un petit peu de carburant pour la plante. Donc, les cives d'été, je vous dis, nous, on n'y compte pas trop. Ou alors on fait des couverts peu chers, là c'est du tournesol de ferme avec du sorgho fourragé à pas très cher. La cive d'été, pensez autrement quand même, parce qu'on s'est dit, on est têtu avant d'abandonner. Relais cropping, là on l'a fait en bio. Donc là c'est un agriculteur bio qui sème son blé à 22 d'écartement parce qu'il bine. Donc il bine sa céréale, et puis au dernier coup de digestat liquide, donc là on est au mois d'avril, je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre du digestat liquide dans ta parcelle pour essayer d'améliorer le taux de protéines, tout simplement. Et puis fin mai, il pleuvait un peu, je dis, si tu veux, on va semer dans tes interrangs un couvert végétal qui va commencer à germer, puis quand tu vas récolter, il sera présent. Alors on l'a pas fait sur 50 km, hein, parce qu'on a fait ça à la main, on n'avait pas le semoir. Mais vous voyez, juste avant la récolte, le couvert est là. Là on est au 8 août, j'ai refait une photo la semaine dernière, on arrive à cette hauteur-là, c'est pas encore dément, mais on arrive à avoir un couvert d'été quand même en place, alors que la parcelle d'à côté, enfin, dans la plaine en conventionnel, évidemment, vu l'année, on n'a strictement rien. Donc, il faut du matériel, etc. Mais vous voyez, ça lance à plein d'idées. Hein, comme ça, les années à venir ne seront pas lisses en termes d'activité et de réflexion. Mais c'est une possibilité où on lit, on est en bio, couverture des sols dès qu'il va avoir récolté. Voilà. Donc, c'est des opportunités, lui aussi, parce qu'il est en céréalier bio, il achète de la fiente qui vient, pour certaines, très 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 loin. Il me dit, si à côté de ça, moi j'ai le méthaniseur qui continue à me mettre de l'azote, et ben pour me faire mon azote, je vais peut-être me faire mon couvert. Même si c'est de la cive bio, je ne dis pas qu'elle va faire plus de biogaz parce qu'elle est bio, mais au moins le bio, il fait sa propre fertilisation en emmenant une partie du couvert dans le méthaniseur et en récupérant son digestat. On est en logique, en cycle. Voilà, donc une idée à creuser. Si on termine sur les cives, juste 2 éléments sur la matière organique, parce que là encore, on dit on exporte, c'est pas bon. Comparer toujours, main couvert végétal, il se détruit tranquillement au mois de février-mars, enfin, sauf s'il y en a qui sont vraiment en semi-direct dans des couverts très hauts. Une cive au mois de mai, ça continue à monter. Si c'est à monter, c'est comme le couvert végétal, c'est comme l'iceberg, par contre, vous pensez à ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous. Donc là, il y a eu beaucoup de recherches d'agronomes pour montrer que la quantité de carbone que vous amassez en bas, c'est 2,4 fois plus en bas qu'en haut. Donc si vous augmentez le rendement en haut, ben, au fur et à mesure que vous l'augmentez en haut, vous l'augmentez en bas. Si vous vous arrêtez assez tôt, ben, ça c'est pas mal. Il y a une végétation, mais là c'est, on va dire, moyen.
Si par contre vous êtes là, bah, vous êtes très haut, et vous allez augmenter d'autant. Et finalement, le bilan, si j'en ai mis après, mais le bilan matière organique, même en exportant de la cible, il reste tout à fait cohérent, encore plus si vous remettez du digesta derrière, encore plus si vous modifiez un peu vos pratiques de travail du sol. Et ça, c'est un point qui est quand même très important au niveau du cycle. Et si demain vous faites des bilans avec Christophe, bilan gaz à effet de serre, vous verrez que vous améliorez fortement la séquestration du carbone d'une part, et la production d'énergie d'autre part. Et là, en bilan, vous êtes très favorable. Et ça, c'est une parcelle où j'ai voulu aller un peu plus loin. J'ai fait 8 cultures en 4 ans. Oui, ça, 8 cultures en 4 ans. J'ai fait ce que je dis qu'il ne faut pas faire. Cive, culture de printemps, cive, culture de printemps. Bon, c'est histoire de voir, la parcelle fait 2 hectares. Mais sur ces 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais mis d'engrais minéral, on a tout fait en digesta, sur la cive et la culture de printemps. Bon, sauf pour le soja, hein, qui est une légumineuse, protéagineux. On a mis, bon, c'est en conventionnel, un peu de désherbage, pas de fongicides, insecticides. Voilà, une petite bêche dans le sol. Et ce qui est rigolo, c'est de comparer ces deux parcelles. Il y a 3 ou 4 mètres entre les deux. Il n'y a pas de haie, on est dans la plaine. On est dans un endroit où les sols ne sont pas trop mauvais. Sauf que la photo a été faite le même jour, dans une parcelle de blé, et là c'est dans une parcelle de cible. Vous voyez bien, le côté sol un peu fermé, un peu de mousse, là il y a du rétule de vers de terre. Alors là-bas c'est une rotation céréale, là c'est une rotation de celle-ci finalement. C'est un indicateur visuel, hein. Je ne vais surtout pas faire de conclusion hâtive, mais quand vous voyez ça, vous dites qu'a priori là on est mieux parti que là. Je dis bien a priori, on fera de l'analyse, mais même en poussant le bouchon un peu loin, on voit qu'on peut avoir quand même des pratiques intéressantes en intégrant les cibles dans la rotation. Culture dédiée. Donc, on peut regarder ça. Ah oui, hop. Culture dédiée, si je vous montre ces deux rotations là, colza, blé, orge, et colza, blé, orge, culture dédiée, blé, orge, comme ça, là, qu'est-ce qui vous saute aux yeux, quoi? La rotation, 3 ans, on fait 3 fois 2, on est à 6 ans. On a autant d'orge, autant de blé, la différence c'est la cible et la culture dédiée. Et comme ça on peut dire ça y est, on met de la culture dédiée dans le méthaniseur. Oui, ça c'est vrai dans ce cas-là. Mais quand on compare un petit peu plus large, on est dans une logique là où colza, blé, orge, on sait qu'agronomiquement, je ne sais pas comment c'est pour les céréaliers qui sont dans cette rotation, mais c'est quand même compliqué. Entre les adventices, entre les insectes, résistance insectes, etc. Donc remplacer un colza par une cible culture dédiée sur 5 ans, ça peut être intéressant d'un point de vue agronomique, moins de problématiques de pesticides. Et finalement, si on va un petit peu plus loin sur cette notion de culture dédiée, on est en train de se dire qu'on remplace quand même un colza principalement diester par une culture dédiée aussi. Donc, ce que je veux dire derrière, c'est pas faire la promotion de la méthanisation gaz naturel unique, c'est que dans l'approche globale, sur certains qui réagissent un peu trop vite vis-à-vis de la culture dédiée, il faut penser aussi à l'agriculture qu'on a aujourd'hui en France, qui fait du diester, du biocarburant, différentes filières énergétiques, et à vraiment mettre ça dans la comparaison. Ou ça va très bien se compléter avec un colza de temps en temps. La colza est aussi une très bonne tête d'assolement, et ça permet d'allonger la rotation finalement, et d'avoir des fois du biogaz, donc du futur GNV pour les tracteurs, pour les voitures, des fois du diester, du bioéthanol peut-être pour le blé ou la betterave. Voilà, vous voyez, l'agriculture, elle est quand même multifacette, et il faut savoir l'analyser. Et je ne sais pas s'il y a des élus ou des citoyens aussi dans la salle, mais il faut prendre cette approche globale, mais ce qui est hyper compliqué, hein, pour prendre toutes les facettes. Voilà. Et autre élément par rapport à l'alimentaire, ça c'est mes essais de cette année, derrière cible, un couvert qui est effectivement dédié, mais on n'a pas voulu le désherber. On s'est dit si on fait de l'énergie, on va essayer d'aller un peu plus loin vis-à-vis des phytos. Zéro désherbage, ça c'est du maïs. En fait, il faut deviner que c'est du maïs, c'est que des mauvaises herbes. À côté, c'est un couvert qui s'appelle le blé égyptien, mais c'est un type sorgho. Il n'a pas été désherbé. Vous voyez la différence qu'il y a au niveau adventice, tout simplement parce qu'on en a cherché aussi à choisir certaines variétés, espèces, qui permettent d'étouffer totalement les mauvaises herbes, ici, par rapport à là. Cette parcelle-là, c'est un sorgho derrière cible, 15 tonnes de digesta, 2 binages, pas d'irrigation. Là, on est sur le bord du champ. Là. Si vous voyez en haut, on est plutôt à 3,50 m à 4 mètres de hauteur de biomasse. Pareil, zéro intrant. Enfin, celle-ci, c'est un multicoupe, c'est-à-dire qu'on a fauché une bande fin juillet. Le reste a attendu, mais on aurait pu tout faucher en même temps fin juillet. On a des repousses qui démarrent. Il n'y a pas de gros volume, mais toujours pareil, en zone intermédiaire, un peu élevage et céréales, là vous remettez des vaches ou autres, où vous pouvez très bien faire une coupe d'ici 15 jours, 3 semaines, parce que c'est toujours pas récolté ça.
avec la pluie qu'on va avoir, on peut espérer récupérer 3-4 tonnes de matière sèche. C'est pas forcément rentable pour la méthanisation, mais pour un éleveur, ça peut être très intéressant. Donc, nouvelle illustration d'exemple que vous pouvez mettre en place, toujours pour ne pas opposer les agricultures en général. Voilà, donc il me reste 10 minutes pour m'étaler, ça va être un peu long, mais ça va être un peu court, pardon. Peut-être quelques petites questions sur ou pas sur la partie itinéraire technique. Ouais. Culture dédiée, est-ce que tu peux nous rappeler, est-ce qu'on peut en mettre 100%? Ouais, effectivement. Donc la notion de culture dédiée, c'est bien, pour faire un peu simple, celle que vous écrivez à la PAC. Et au niveau du tonnage du méthaniseur, vous êtes limité à 15% en masse de ce qui passe sur le pont bascule. Vous avez un projet à 10 000 tonnes, vous êtes limité à 1500 tonnes de matière brute dans le méthaniseur. Donc c'est le pont bascule qui parle. Que vous soyez à une culture dédiée à 15% de matière sèche, à 25 à 30, c'est le tonnage. Si dans votre groupe, vous êtes 10 agriculteurs, il y a un ou deux céréaliers et les autres sont éleveurs. Un céréalier peut très bien mettre toutes ses cultures de printemps dans le méthaniseur, si au niveau du méthaniseur, ça ne fait pas 15%. Si c'est cohérent au niveau du territoire, ça ne pose pas de problème. La PAC ne va pas vous embêter en disant, dans l'absolu, vous faites monoculture de maïs, vous mettez tout à la méta. Si la méta qui vous achète votre maïs, ça ne dépasse pas les 15, vous avez le droit. Je ne dis pas que c'est cohérent. Mais pour bien séparer la notion PAC, de moi, ma ferme, du méthaniseur qui est à côté. Voilà. Il faut une cohérence, mais c'est bien séparé comme ça. Ça va là-dessus? Alors, Métalae, pour revenir sur quelques idées reçues, et puis ensuite gaz à effet de serre, énergie. Donc on partait un peu quand ça a été mis en place en 2016 ou 2015, peu importe, on voit bien qu'à chaque fois que la méthanisation est intégrée dans une ferme, il y a des choses et des pratiques qui changent. Et à chaque fois, comme vous l'avez vu tout à l'heure, est-ce que c'est la méthanisation qui fait que la matière organique évolue, ce qui fait que le gaz à effet de serre évolue? C'est difficile. Donc on s'est dit, on va essayer de mettre tout ça ensemble, dans un programme peut-être un peu ambitieux, on va essayer de poser toutes les questions qu'on peut à une quarantaine de fermes réparties sur le territoire, je vais dû les mettre là, réparties sur le territoire, sur des fermes qui ont soit leur méthaniseur, soit qui adhèrent à des collectifs. Donc on retrouve celui sur lequel je travaillais là, où il y a 40 éleveurs, on en a enquêté 11, voir qu'est-ce que ce collectif leur a apporté. Et puis à côté de ça, alors à part chez vous, il n'y en a pas beaucoup, enfin, à part chez vous, par ici en tout cas, mais il y a eu des points rouges, là, qui étaient des projets individuels, mais bref, on arrivait à 46 fermes, 23 méthaniseurs. Donc vous voyez, sur la moitié, il y en avait une partie en collectif. Des bovins, des porcins, enfin la totale. Et on a essayé d'analyser sur un certain nombre de critères. Alors, le but, c'est pas de vous présenter toutes les enquêtes, parce que ça va être un peu long, c'est de revenir sur quelques éléments. D'abord, matière organique et fertilisation azotée, mais surtout sur les idées reçues, SAU, cheptel, rotation. On entend la méthanisation intensifie l'agriculture, ça augmente. Voilà ce qu'on a vu sur les 46 fermes. Augmentation de la SAU moyenne de 5% sur les 46 fermes. Là encore, qu'est-ce qui s'est passé à côté? Dans le même temps, au niveau territoire national, c'est plus 12%. Augmentation des fermes de plus 12%. Ensuite, on dit la méthanisation, il faut rentrer les vaches, il faut faire du fumier. Quoi. Ça marche mieux, parce que les bouses au champ, ça fait pas trop de gaz. Pas d'augmentation massive ni du cheptel, ni du temps de présence en pâturage. Ceux qui étaient déjà en pâturage restent en pâturage, ceux qui n'étaient pas en pâturage, ils gardent leurs vaches en bâtiment. Donc ça, c'est quand même des points importants sur l'image que beaucoup de grands publics se font de la méthanisation. Sur l'assolement, des surfaces fourragères relativement stables, un peu de baisse dans le cas où il y a eu des couverts végétaux mis avec des sorgho, avec des choses un petit peu plus atypiques, mais la surface fourragère du coup a baissé un peu là-dessus. Sur les rotations, durée de rotation pour quelques-uns allongée un peu, soit par des scies ou autre chose, ou des diversifications, et je crois qu'il y en a deux qui ont mis, certains ont mis en place une deuxième rotation, enfin il y en avait deux aussi qui ont plutôt raccourci par rapport aux cibles. Donc là c'est plutôt un point orange, on va dire, attention. Mais dans la tendance, vous voyez des exemples de rotation qui ont été mis en place, c'est surtout avec l'intégration des cibles, et pour d'autres qui profitent du digestat liquide pour mieux fertiliser leurs produits, leurs prairies, et ainsi avoir plus de matière fourragère des prairies et baisser en maïs. Donc c'est aussi des effets indirects qu'on peut voir. Donc plutôt des éléments favorables sur ces 46 fermes. Matière organique. Donc là on a fait tourner, c'est pas des analyses, hein, on a fait tourner l'outil qui s'appelle Siméos, de voir un petit peu, sur 30 ans, qu'est-ce qui se passe. Vous avez vu les photos tout à l'heure sur 5 ans, on peut dire ok c'est 5 ans, mais on sait que la vie du sol c'est pas en 5 ans qu'elle s'est construite. Donc là c'est des simulations, on va dire en attendant, mais
de voir un peu sur des rotations qui étaient en maïs blé orge le printemps, sur des sols limoneux, on prend les caractéristiques matière organique labour. Évidemment, plus le taux de matière organique est faible, plus c'est facile de maintenir son taux. Donc là, on est là-dessus, mais je vais vous en donner d'autres exemples. Il avait des fumées de bovins pailleux. Aujourd'hui, il prend du digesta solide en partie là-dessus. Alors, c'est la parcelle où on a fait le choix avec du digesta solide. Vous voyez qu'une courbe, scénario après méthanisation, mais dans cet exemple-là, sur la partie valeur du digesta qu'on met dans le sol, les deux courbes épousent la même chose. C'est la même tendance. Ça continue à augmenter. On va prendre un cas inverse. Une rotation de colza, blé, orge, pois, des labours réguliers, des scipients, matière organique assez élevée. Donc là, quand on a une matière organique assez élevée, c'est toujours plus difficile de la maintenir, mais on le vote déjà par rapport à sa situation initiale, même en compostant du fumier, même en apportant du compost de fumier, finalement, le calcul montre qu'on déstocke quand même du carbone, parce qu'on a une valeur assez haute, un travail du sol, des exportations de toutes les pailles, et ce qui est apporté sous forme de compost n'est pas suffisant. Et finalement, là, le compost, il prive une quantité de carbone, comme on l'a vu tout à l'heure, qui part aux petits oiseaux et doit retourner au sol. Le digesta fait pareil, ça ne change pas la tendance. Et dernier cas, un 100% digesta, un céréalier avec de la cive qui a intégré, qui a remplacé scipan par cive, le tournesol sarrasin, avec digesta qui est mis, évidemment, qui provient des cives, on voit une légère augmentation. Grâce justement, toujours pareil, l'apport de la matière sèche par les racines des cives que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps autour de ça, mais je crois que j'ai dû le mettre là. C'est que la tendance, c'est la tendance du départ, et toutes les autres pratiques qu'il y a autour. C'est le changement, enfin, c'est les différentes pratiques que vous avez qui font que le taux de matière organique évolue dans une sens ou dans l'autre. La méthanisation en tant que telle, elle ne va pas bouleverser le truc. Donc ça, c'est quand même assez rassurant par rapport à l'aspect fonctionnement du sol. Pour information, hier, j'étais avec un groupe de travail où on lance un programme sur 3 ans qui s'appelle Méthode Biosol, où on va analyser la vie du sol sur 3 ans dans 80 fermes en France. Donc on va suivre ça. Alors c'est tout lancé, j'allais dire un rendez-vous en 2024. J'espère qu'avant on aura des résultats évidemment. Mais on va faire ce réseau. Donc s'il y a des parcelles ou des fermes intéressées qui ont déjà méthaniseur, je précise, parce que sinon on ne va pas analyser un sol qui a part sur du digesta, mais on va partir sur des fermes qui ont déjà du digesta, et on va analyser pour voir si ce qu'on observe là est cohérent. Bilan azoté, bon, je vais assez rapidement, mais pour voir ce que vous avez vu tout à l'heure, on arrive à fertiliser du blé, des prairies avec du digesta. Comment ça se comporte dans les fermes? Déjà, la SAMO, c'est la surface qui reçoit du fumier, est augmentée. Tout le monde augmente sa surface qui reçoit de la matière organique, donc c'est plutôt bien. On en met plus souvent, plus petites doses régulièrement. On améliore le bilan azoté de 8 unités. Bon, je ne vais pas vous reprendre toutes les statistiques, c'est pas le but de retenir. Mais quand même, la baisse de la fertilisation azotée, globalement, c'est moins 20% sur les fermes en moyenne, les fermes enquêtées, moins 20% de fertilisation azotée. Donc quand vous avez des fermes à 50 tonnes d'ammonitrate, par exemple, c'est quand même pas anodin. Une baisse aussi donc, sur la partie volatilisation, c'est important. On parle beaucoup de la volatilisation des digestats, mais on voit là aussi qu'on baisse un petit peu la volatilisation, c'est-à-dire qu'on a moins de pertes au stockage. Par contre, au stockage et dans les bâtiments d'élevage. Par contre, il faut faire très très attention à l'épandage. C'est sûr que la volatilisation à l'épandage, ça se joue dans les quelques heures qui suivent l'épandage. Donc soit c'est pendillard enfouisseur, soit c'est pendillard sur un couvercle un peu développé, ou il y a un moment où le sol est un petit peu humide. Bon, il y a 4-5 critères à prendre en compte pour déclencher l'épandage. Quoi dire d'autre? Voilà, bon, évidemment, sur les 46, il y en a qui sont moins bons qu'avant. On a essayé de creuser aussi pour voir pourquoi, soit des modes de gestion d'effluents qui sont différents, soit des beaucoup plus grandes quantités d'effluents importés. Mais la tendance, je répète, il faut retenir cette baisse d'environ 20% de baisse de l'économie en achat de fertilisants minéraux. Je vais passer. Ensuite, autonomie et efficacité, c'est l'analyse environnementale. Là, tout est sur Internet. Si vous tapez Méthalae, vous allez arriver sur le site de Solagro, vous avez tout le détail, vous avez la fiche, vous avez une monographie des 46 fermes. Donc vous pouvez aller là-dessus. Donc forcément, là, en quelques diapos, je fais assez rapide. Donc là, l'environnement, je voulais comparer sur l'énergie et le gaz à effet de serre pour là aussi faire une continuité, ce qui a été présenté avant et ce qui sera présenté cet après-midi. D'abord, on regarde la consommation brute, et ensuite on regarde ce qu'on a permis d'éviter grâce à la méthanisation. Consommation brute, bon, des mégawattheures,
on n'évolue pas tant que ça finalement, parce qu'en énergie, peut-être qu'on va mettre des ensileuses qui vont récolter. On va épandre du digestal à la place de l'épandre de l'ammonitrate. Donc en consommation directe de fuel, il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution. Mais on baisse quand même, donc c'est toujours bon à prendre. Ce qui est important, c'est des évolutions, donc des postes en hausse, je l'ai dit, fuel et un peu électricité, notamment pour ceux qui ont du séchage et qui ont le méthaniseur qui fait que ça augmente un petit peu. Par contre, la baisse, c'est effectivement les engrais minéraux. Si à côté de ça, on regarde surtout ce que va permettre de produire la méthanisation par la méthanisation des fumiers, 29 MWh, c'est l'énergie qu'ont pu produire les 46 fermes. Bon, c'est pas très parlant. Ce qu'il faut regarder, c'est toujours un peu à la fin, c'est les exploitations, à quelle vitesse, de quelle manière leur consommation nette, donc je consomme, j'en produis, évolue. On baisse de 40% finalement par rapport à l'année de référence, on baisse de 40% de la consommation nette d'énergie sur une ferme qui adhère à la méthanisation. Et là-dessus, on a même 6 fermes, principalement des fermes d'élevage en allaitant, avec de la pâture, où ils arrivent à avoir des consommations 6 fermes à énergie positive. Ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment sur ces fermes-là. Donc je répète, des fermes plutôt en allaitant, avec des prairies. Je crois qu'il y en a une qui va être en bio là-dedans. Donc on voit qu'on arrive à vraiment à un système intéressant grâce à l'outil méthanisation. La méta, c'est pas une fin en soi, mais ça peut être un outil. Pour terminer, je vous fais la même sur les gaz à effet de serre. Et pareil, on regarde la référence. Qu'est-ce que j'émets comme gaz à effet de serre? Donc ça prend en compte quoi? Le fuel, enfin les éléments directs, mais aussi le transport du fumier qui va à la méthanisation. On consomme quand on est en collectif, on le prend aussi en compte. On regarde le bilan gaz à effet de serre, prend aussi les fermentations du cheptel, les déjections. Donc la consommation par hectare, on est plutôt à une baisse de 20%, parce qu'on arrive à améliorer un petit peu ça. Et si on prend l'année de référence par rapport à la proportion de qu'est-ce que je produis en énergie renouvelable. Avant, on avait un équivalent de 400 tonnes de CO2 qui était produit en énergie renouvelable, du bois ou du photovoltaïque pour certains. Par contre, le stockage carbone était déjà pris en compte par les 6 mois. Donc ça fait un total à mon référence où on a 20% du bilan gaz à effet de serre évité qui est lié aux énergies renouvelables et 80% lié à du stockage. Mais une fois que la méta est en place, évidemment, on a un équivalent de production très intéressant, 80%, on est à 20%, mais on voit qu'en stockage carbone, grâce aussi, on a aussi augmenté. Donc au final, les émissions nettes, ça représente quoi à l'échelle d'une ferme? C'est moins 20% sur l'ensemble de la ferme. Il y a un site même qui stocke plus de carbone qu'il n'émet, quand on prend la séquestration plus la production. Si je prends un exemple, pour finir sur la dernière diapo tout à l'heure de Christophe, j'ai en tête là une ferme qui a à peu près 80 vaches, qui a 200 hectares à côté. Lui, c'est à peu près 70 tonnes équivalent CO2 économisées par an. Donc, je disais autour des 30 €, ça. Voilà, vous voyez, par an, si on zoomait, alors c'était avec ce modèle-là, peut-être qu'avec l'autre modèle, c'est un peu différent, parce qu'il y a des modèles de calcul derrière, mais c'était le modèle Solagro quand même. Donc, 60 tonnes fois 30 €, 1800 € potentiellement, c'est toujours ça de prix, finalement, sans compter les autres intérêts de la méthanisation, évidemment. Donc, c'est quand même un outil assez puissant sur ces éléments-là. Donc, pour terminer, ce que je veux dire là-dessus, c'est pas mettre tout rose sur la méthanisation, on a des contre-exemples, il y a des éléments où c'est un peu compliqué, mais il faut vraiment avoir ces pratiques vraiment très cohérentes. Et c'est avec ces éléments cohérents qu'on arrivera à avoir ce qu'on appelle l'agriculture durable, qui va vers ce que demandent évidemment vous, agriculteurs, les citoyens, les consommateurs et les multiservices. Je pense que vous en êtes certains là-dessus. Si on peut faire de la production énergétique, de l'alimentaire, entretenir le paysage, ça me paraît a priori une bonne idée. Mais avec tout ce que je vous ai présenté en début, le but c'était pas de faire un étalage, c'était uniquement des exemples. Et je suis sûr que vous avez plein d'idées encore pour faire des choses imaginatives, ça c'est sûr. Je veux la complémentarité, vous l'avez compris avec mon histoire de sorgho ou de maïs. Il y a des oppositions citoyens méthanisation, mais il y a aussi des oppositions agriculteurs-agriculteurs. Donc avant que ça soit de l'opposition, essayons de chercher des opportunités. Quelques illustrations de tout ce qui peut se faire, mais avec ça, donc je conclue, et j'espère être optimiste vis-à-vis de ça, qu'on peut effectivement que la méthanisation est un outil, une boîte à outils, surtout il ne faut pas raisonner, la méta c'est pas une fin en soi, c'est plutôt un outil, et puis qu'on est en attente de toutes les idées que vous pouvez avoir, et puis vous voyez, si vous méthanisez tout ça, transition énergétique, opportunité, démarche collective, carbone, on peut faire quand même pas mal de choses. Voilà, donc je conclue sur cet élément-là,
Mais voilà, à vous de jouer et de continuer là-dessus. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, ah pardon. Vous disiez que les cultures étaient meilleures avec le digesta liquide, mais on sait que la qualité des digesta est très variable selon les enfants. Ouais. Donc est-ce que le digesta que vous avez testé, vous savez les enfants qui avaient à l'origine? Oui, c'était à chaque fois sur des unités que j'accompagnais. Peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Ouais, si, alors, donc on a vu que le digesta pouvait avoir un effet positif effectivement sur les cultures. Par contre, tout dépend de la qualité des digestats, où certains digestats pourraient être mauvais, et du coup avoir des cultures mauvaises, potentiellement. En fait, l'épandage de digesta, il va avoir deux impacts, il y a la culture et le sol. Donc sur les essais que j'ai mis en place, en tout cas, oui, c'était sur des méthaniseurs, où j'accompagnais, où je connais la ration, c'est-à-dire par cœur, donc qui me paraît cohérent par rapport au sol. Après, est-ce qu'il y a des digestats qui ne sont pas bons d'une manière globale, ou qui ne sont pas bons dans certains types de sols? Je poserais plutôt la question comme ça. Est-ce que des digestats très liquides, avec ce qu'on appelle des C/N très faibles, beaucoup d'azote, épandus sur des sols très fragiles, est-ce que c'est pertinent? Mais il pourrait être très bon agronomiquement pour la plante, mais pas forcément bon pour le sol ou le territoire. Vous voyez, alors c'est un peu une réponse pas directe, mais ça c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément, digestats qui ne sont pas bons, ça peut être aussi sur les inertes. Biodéchets, on en parle beaucoup, il faut collecter les biodéchets, sauf que les biodéchets c'est très large, il peut y avoir de la séparation à la source, de la séparation faite par entreprise, et on pourrait avoir du plastique, du verre, et ça existe, et pas qu'on pourrait, ça existe. Et c'est là, à la limite la plante elle s'en fiche, je vais tenter de dire, parce que vous mettez du verre ou un peu de plastique à court terme en tout cas, ça ne va pas impacter la qualité de la plante, par contre ça va impacter la qualité du sol et la durabilité du sol. Vous voyez, donc on peut avoir le croisement des deux, et il faut faire attention dans ces pratiques cohérentes, et que dans certains cas, peut-être que certains digestats avec trop de plastique, mais c'est comme certains composts, ils sont pas dans la norme, bah on les met en enfouissement plutôt que de polluer la terre sur le côté plastique. Et c'est pas une réponse systématique par méthaniseur, vous voyez, il faut bien voir, pour moi, le sol et la plante. Si je réponds un peu. Oui, mais dans ce cas-là, il faut accompagner pour être sûr d'avoir un digestat correct. Oui, mais du coup, avant d'avoir un digestat, c'est quelle ration on veut mettre en place, d'où l'intérêt des méthanisations plutôt agricoles, où quand la biomasse est issue du territoire et tout de suite utilisée par les agriculteurs vont tout de suite penser à leur sol, quoi. On a aussi des projets qu'on va appeler, entre guillemets, peut-être un peu plus industriels, qui sont d'abord construits avant de savoir où on va épandre, ou comment on va épandre. Et ça pose la question, quand même, du lien avec le retour au sol. Et il y a un besoin de plan d'épandage, donc le bureau d'études doit faire toute cette partie-là, mais on a des sites où il y a eu quand même des soucis par rapport à ce décloisonnement entre agriculteurs, enfin biomasse agroalimentaire produite, où le digestat n'est pas toujours pensé comment on va le valoriser. Et c'est le jour où on épand, on dit ah mince, il y a peut-être un peu trop de plastique là. Et oui, en disant ça, j'imagine que vous avez des exemples en tête, à juste titre, qui ne sont heureusement pas la majorité, mais ceux-là, il faut les penser avant. Et en venant là sur la route, quelqu'un m'a appelé, fait aujourd'hui coopérative de légumes, on me dit est-ce que les biodéchets c'est une bonne idée? Je dis bah, je pense que c'est une bonne idée pour beaucoup d'entre vous, des élus, de tout ça. Sauf qu'il me dit, je lui dis fais hyper attention à un pot de plastique ou autre que tu vas retrouver demain parce que tu vas planter des oignons ou autre chose. Ça, il faut faire attention. Et finalement, il veut faire bien en valorisant ça localement. Et peut-être que techniquement, on n'arrive pas à bien séparer. Il va peut-être falloir éduquer du coup les citoyens en amont ou la collectivité à collecter, séparer et non pas tout mélanger ensemble, faire une grosse soupe et puis essayer de séparer après. Bon, moi j'ai une autre question, c'est par rapport aux 15% de culture dédiée. Est-ce qu'à l'avenir ça va rester figé comme ça ou ça peut évoluer? Parce que, mettons, je vois moi dans mon secteur, dans mon cas, j'ai des terres qui n'ont pas un très bon potentiel, quoi. Et puis oui. Quand on voit le réchauffement climatique, on se dit qu'à l'avenir, forcément, ça va encore diminuer. Oui. Est-ce que en augmentant la part de culture dédiée, ça peut permettre de... Alors la question, vous avez 15% de culture dédiée, plusieurs éléments. Donc le 15 déjà par rapport, si on regarde ce qui se passe en Allemagne, il n'y a pas peu de limitation, il commence à en mettre un peu, mais on est à 15. On a aussi plutôt d'abord côté un peu potentiellement abaissé. En parallèle de ça, il y a ce qu'on appelle RED 2, je crois, ça s'appelle comme ça, pour estimer un peu si une culture énergétique est suffisamment durable et
a un bilan gaz à effet de serre favorable. Et eux, ils seraient plus à dire qu'il faudrait peut-être baisser un petit peu plus. Si on rentre sur cet élément-là, en prenant l'approche globale, en disant, bah, si on fait monde alimentaire, c'est quoi l'impact? Sauf que monde alimentaire, comme on faisait, c'est quel alimentaire? Ça, c'est un élément de réponse. Deuxième élément de réponse, le 15%, ce sont des cultures annuelles qui sont semées. Ensuite, il y a des questions. Aujourd'hui, vous prenez une prairie naturelle. Donc, vous n'avez plus de bovins. Il faut manger un peu moins de viande, le cheptel diminue. Donc, à un moment, il va falloir se dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est vrai, peut-être qu'on peut manger moins de viande, peut-être. Mais les prairies, est-ce que c'est pour autant qu'il faut les labourer et les mettre en culture, alors que c'est dans des sols peut-être un peu fragiles? Séquestration de carbone. Et bien, ces prairies naturelles, elles ne rentrent pas dans les 15%, par exemple. Donc, peut-être que dans les sols fragiles, où il faudrait laisser de la culture permanente, alors peut-être du bois dans certains cas, mais peut-être dans d'autres cas, des graminées, des fœtus, des dactyles, il y a des quelques petites cultures hautes qui durent 10-15 ans, et ben, ces cultures pluriannuelles, peut-être que demain ne rentreront pas dans les 15%. Et ça pourra faire évoluer et répondre à votre problématique de type parcelles en ZNT, les fameuses parcelles à proximité des habitations, des parcelles un petit peu en pente où on peut quand même récolter, mais c'est compliqué. Voilà. Donc ma réponse n'est pas carrée, parce qu'on pourrait très bien dire oui, ça peut évoluer, c'est sûr. Mais le 15% a quand même voulu être bas par l'État, finalement, parce qu'on sait qu'on voulait un modèle de méthanisation pour se gratter la tête à faire autre chose que de la culture. Bon, il y a peut-être pas eu la même question sur le biocarburant et le diester, mais aujourd'hui c'est comme ça. Bien, bon appétit à tous alors.